Bonjour et bienvenue dans The Big Shift, le podcast dans lequel je cherche à comprendre les grands enjeux de la transformation écologique de notre société. Si c'est votre premier épisode, venez me dire sur Instagram comment vous avez découvert le podcast, ça m'intéresse énormément et vous avez le lien dans la description d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour les nouveaux épisodes qui sortent tous les mercredis. Si vous avez des retours, des remarques, des invités à suggérer, des thèmes à aborder, je suis ravi de prendre vos propositions. Et pareil, tout ça, ça se passe sur Instagram avec le lien dans la description. Alors, cette semaine, c'est 2 invités que j'ai reçus pour un échange très intéressant autour du choix difficile de l'engagement. Est-ce qu'il faut déserter le système ? Et quel système ? Ou bien est-ce qu'il faut le changer de l'intérieur ? Vous allez voir, Raphaël a un énorme vécu et la facilité déconcertante d'Angel pour théoriser notre mode de vie rendent cette conversation enregistrée en tailleur sur le canapé, si vous voulez un petit peu d'immersion, super inspirante. Bonne écoute. Je suis ravi d'être avec vous deux aujourd'hui. Angel Prieto pour un réveil écologique et Raphaël Mazinier qui du coup... Mavigné de Circulaire. Aujourd'hui, on va parler de déserter ou changer de l'intérieur. On parle des entreprises. C'est un sujet qui est assez important pour moi parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée dans mon ancien métier. C'est une question qui se pose énormément depuis quelques mois, notamment avec la remise des diplômes en fin d'année scolaire l'année dernière, l'appel des étudiants de l'AgroParisTech qui a été suivi par plein d'autres écoles. Et donc voilà, cette rentrée, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire ce petit trio pour discuter de ce sujet qui est super important et qui va l'être de plus en plus dans les prochaines années, avec les super profits dont on entend parler depuis quelques semaines, des grandes multinationales et à côté de ça, des petites entreprises qui ont du mal à survivre, notamment avec la crise énergétique. Où est-ce qu'on met le curseur ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Avant de vous présenter, j'aurais aimé que vous me disiez chacun quel est votre sentiment vis-à-vis de la situation climatique actuelle. Je pense que la réponse que je vais donner maintenant aurait été différente il y a 2-3 ans. Donc moi, je sens pas mal d'espoir, à vrai dire. J'ai l'impression qu'on est dans un moment de bascule. Les choses commencent à changer, notamment du point de vue des mentalités. C'est malheureusement un peu sous l'effet de chocs exogènes. On n'a pas anticipé les questions de transformation écologique autant qu'à mon avis, on aurait dû. Mais en ce moment, avec la crise des prix de l'énergie, notamment catalysée par le conflit russo-ukrainien, avec les sécheresses, avec les incendies qu'il y a eu cet été, les canicules sans précédent, et tous ces facteurs qui sont des conséquences des dérèglements climatiques et plus généralement de l'effondrement de la biodiversité, de la crise écologique, je sens qu'il y a une vraie prise de conscience d'un point de vue politique, d'un point de vue économique par les entreprises et d'un point de vue citoyen tout simplement, qui fait que beaucoup de choses commencent à se passer, beaucoup d'énergie sont en train de se mettre en branle pour rapidement, en tout cas à l'échelle française, contribuer à l'émergence d'une nouvelle forme de société et de système économique. Donc ça me donne pas mal d'espoir. Après, si j'essaie d'élargir un peu la perspective et de voir ce qui peut se passer dans d'autres pays, je reste un peu plus nuancé. Parce que bien qu'à l'échelle européenne, on ait des initiatives comme le Green Deal avec le fameux paquet Fit for 55 qui vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, donc qui sont très encourageantes également. En regardant du côté des États-Unis, c'est un peu plus mitigé avec d'un côté des annonces positives de Biden. Pareil, un Green Deal qui a été acté avec un gros paquet d'investissements récemment, mais en même temps de l'ouverture de nouvelles exploitations de gaz de schiste qui ont une empreinte environnementale très négative. D'autres pays comme le Brésil où on voit de la déforestation à tout va. Pareil en Indonésie. En Australie, des gouvernements qui ne sont franchement pas très portés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu plus subtil. Donc on verra aussi à quel point l'Union européenne arrive à impulser un vrai leadership sur les questions de décarbonation et de transition écologique. En tout cas, à l'échelle française, voilà, je reste assez optimiste. Et toi, du coup, Raphaël, ton sentiment ? Je vais rejoindre Angel. Je pense qu'il y a un double sentiment. Le premier, c'est un peu de tristesse quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, notamment à l'international. Si on se focus juste sur ce qui se passe au Pakistan, on n'entend pas tant parler que ça. Pourtant, il y a une catastrophe assez impressionnante au niveau des inondations, un tiers de la population qui est déplacée, tout ça qui est une conséquence directe du dérèglement climatique. Donc on voit que ça impacte non seulement la biodiversité, que ça impacte les entreprises, mais ça impacte de plus en plus aussi les êtres humains. Donc c'est une vraie réalité. Et puis face à ça, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, sachant que les solutions sont là aujourd'hui. Et en même temps, très excité, parce que je pense que dans les 10 prochaines années,
on va soit assister à un changement, je pense, radical de société, pour le meilleur ou pour le pire. Et je trouve ça très cool d'être né à cette époque-là et de pouvoir le vivre et de pouvoir y contribuer. Avant, je me disais, quand on me disait, oui, à quelle époque t'aimerais être né, je disais Woodstock, ça devait être incroyable. Et en fait, il y avait une certaine forme d'insouciance. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a les éléments de réponse pour transformer le système. On sait que les solutions sont là. Avec Jules, on a fait il y a un peu plus de 5 ans maintenant un tour du monde des solutions. Et en fait, on était parti en se disant, est-ce qu'on va pouvoir transformer ce système ou est-ce que c'est cramé? Et en fait, à chaque rencontre, on sortait avec un énorme smile. On se disait, en fait, c'est possible. Les solutions sont là. Et donc, on est rentré en se disant, on va essayer de faire notre part, même si on est petit. Et on est résolument positif et convaincu qu'on peut encore changer la donne. Donc aussi très excité et très positif par rapport aux 10 prochaines années. Vous avez tous les deux parlé de nouvelles sociétés, de nouvelles économies, de nouveaux systèmes. Et du coup, c'est quoi en fait le système qu'on doit transformer? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces soulèvements d'étudiants en priorité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quoi le système qu'on doit réformer? Il y a quelques années, en 2018, ça commence à remonter, on a écrit un manifeste avec un groupe d'étudiants de différentes grandes écoles qui s'appelle le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui essentiellement explique que nous, étudiants, ressentions une incompatibilité très forte entre les jobs qu'on nous proposait à la sortie de l'école et nos convictions écologiques. Donc nous avions eu l'occasion de nous auto-former pendant nos études. Souvent, je dis bien auto-former parce que les enseignements n'étaient pas du tout à la hauteur. Et nous avions donc conscience de cette urgence écologique, mais à côté, on nous proposait des jobs dans des grandes entreprises, voire des startups ou des PME ou encore la puissance publique qui n'étaient pas du tout en phase avec ce sentiment d'urgence. Donc, nous, ce qu'on explique, c'est que on refuse d'aller travailler pour ces employeurs qui ne mettraient pas l'environnement au cœur de leur stratégie et qu'on est prêt à s'engager, on est déterminé pour transformer donc ce fameux système qui est celui qui est fondé sur la surconsommation, qui confond diversité de choix et liberté, qui confond également surconsommation et bonheur, et donc qui est également fondé sur l'extraction à tout va d'énergie fossile pour produire toujours plus, consommer toujours plus, et in fine, émettre toujours plus de gaz à effet de serre, ce qui, comme l'expliquait très bien, déstabilise non seulement les écosystèmes et le climat, mais également les sociétés humaines, avec des conséquences déjà catastrophiques au Pakistan, au Bangladesh, mais aussi en France. Donc c'est un peu ça notre message. Et après, ça a catalysé en fait tout un mouvement avec plus de 30 000 étudiants qui ont signé cet appel. C'est quelque chose qui était totalement inespéré. Les médias qui s'en sont saisis, un intérêt très fort de la part notamment des grandes entreprises qui sentaient, et je pense sentent toujours davantage, un très fort risque de recrutement si elles ne montrent pas qu'elles sont exemplaires sur les questions de transition écologique. Ça nous a permis donc d'aller rencontrer les dirigeants de ces entreprises, leurs présidents, leurs directeurs généraux, des membres du conseil d'administration, d'aller rencontrer également des personnages politiques, donc typiquement des ministres ou des membres de leur cabinet, pour évoquer avec eux leur degré d'engagement sur les questions écologiques et évoquer avec eux les messages que souhaitent porter les jeunes à leur attention sur leur manque d'engagement écologique. Pour moi, c'est ce système qu'on doit changer. C'est un système dans lequel les leaders, qu'ils soient économiques ou politiques, ne sont pas suffisamment conscients de l'urgence et ne mettent pas en œuvre tout ce qui est nécessaire pour catalyser la transformation vers plus de durabilité, vers une économie qui est régénératrice et qui n'est pas destructrice, comme c'est le cas aujourd'hui. Quel regard, du coup, vous portez sur cet appel des étudiants en fin d'année dernière à boycotter les grandes entreprises, les multinationales, les super profits en tant qu'étudiants de grandes écoles qu'est-ce que vous en pensez, sachant que vous êtes tous les deux en fait à travailler avec des entreprises qui sont dans ce système aujourd'hui. Donc quel regard vous portez? Pour revenir sur la question que tu as posée juste avant, déjà j'aime beaucoup ton approche Angel, parce que moi ce que j'aurais répondu et ce que je vais répondre c'est il faut changer le système économique actuel. Toi tu as parlé de changer les mentalités. Et je trouve ça assez cool parce que pour changer le système il faut changer les mentalités.
maintenant, je vais juste revenir sur le système économique actuel, et peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément clair pourquoi le système économique actuel est pas pertinent. Et après, revenir sur ta question. J'espère que j'embrouille pas tout le monde parce que tu as posé une autre question. De toute façon, on fait des allers-retours, il n'y a pas de souci. Très bien. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que au tout départ, les sociétés humaines se sont développées en harmonie avec la nature. On était en osmose avec la nature, on devait vivre avec la nature. Et il y a un moment où il y a eu cette révolution industrielle qui s'est passée, et on est passé d'un mode de vie plus ou moins en harmonie avec la nature, avec un mode de vie en prédation avec la nature. Et non plus vivre en symbiose, mais utiliser la nature à nos fins. Et cette économie qu'on a mis en place, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, en tout cas l'économie actuelle, c'est une économie dite linéaire où on ponctionne les ressources naturelles, on transforme la matière et on jette. Et ça, on le fait de façon croissante depuis la révolution industrielle. Sauf que quand tu disais qu'est-ce qu'il faut changer, c'est très compliqué d'avoir un modèle de croissance infinie dans une planète où les ressources sont finies. L'illustration concrète, était très bien montrée par ce qu'on appelle le jour du dépassement. Aujourd'hui, on consomme en termes de ressources à peu près une planète 7, une planète 9. Ça veut dire que dans 20 ans, il n'y a plus d'or, dans 30 ans, tu n'as plus de cuivre. Donc on va le connaître, tout ça. Et on ne laisse pas à la Terre la possibilité de se régénérer. Donc qu'est-ce qu'il faut changer? C'est cette approche capitalistique en fait, du système économique, et plutôt d'être dans une approche régénérative. Quelles sont les actions qu'on va mettre en place en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que politique, pour pas seulement réduire, mais pour régénérer cette planète dont on est dépendant si on veut continuer à survivre tout simplement dans le long terme. Donc c'est notre approche à la nature qu'on a besoin de changer. Je sens que c'est un élément extrêmement important pour notre survie. Et ça, on a tendance potentiellement à l'oublier. Du coup, les étudiants l'ont bien compris. Et il y a eu je pense, un élément déclencheur. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. En tout cas, moi, je note l'année 2018. Et d'ailleurs, Angel, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Mais 2018, il y a toujours eu cette réflexion écologique chez les jeunes. Il y a eu mai 68, on avait déjà parlé, ainsi de suite. Mais bon, ça n'avait pas boomé. Puis 2018, il y a une jeune fille, Greta Thunberg, qui commence à prendre la parole sur ces sujets-là. Ça fait le buzz. T'as Manifeste pour un réveil écologique qui voit le jour. T'as Notre Affaire à tous et des influenceuses comme Camille Etienne qui voient le jour aussi, qui commencent à poursuivre l'État en justice. On n'avait jamais vu ça. Et en 4 ans, c'est devenu... Les marches pour le climat. Voilà, les marches pour le climat. Et avant, ce phénomène de résistance, il était limité, et les gens étaient vus comme des hippies ou des marginaux. Et aujourd'hui, la résistance, elle est largement acceptée et de plus en plus rejointe. Donc la résistance devient la norme. Je sais pas, j'ai pas tout à fait cette impression. C'est peut-être le cas dans des milieux urbains et aisés, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas quand même majoritairement. Peut-être que André, toi tu peux nous le dire parce que maintenant tu bosses en Rhône-Alpes, c'est peut-être très différent, je sais pas. Oui, déjà, je viens d'arriver en Rhône-Alpes et je suis à Lyon, qui est aussi un milieu relativement urbain, pour ne pas dire totalement. Donc après, effectivement, je suis pas sûr que cet avis soit partagé par toute la population française. Typiquement, les résultats aux différentes échéances législatives, électorales plus généralement récentes, montrent que l'écologie ne fait pas encore l'unanimité parmi nos concitoyens. Donc, sans me prononcer sur les programmes de tel ou tel parti, je pense qu'on voit quand même qu'il y a des clivages forts, des clivages d'ailleurs qui pourraient amener à s'accentuer dans les années à venir et créer une sorte de conflit de classe, pour reprendre les propos de Bruno Latour, sur ces questions écologiques. Donc pour moi, c'est un vrai risque et il faut faire très attention. Ça passe beaucoup par des politiques publiques plus redistributives en question climatique, donc plus axées sur la justice sociale liée à la transition écologique. Donc inutile de rappeler l'épisode des Gilets jaunes qui a éclaté en partie à cause de l'augmentation de la taxe carbone qui a été perçue comme trop inégalitaire. Donc ça, pour moi, c'est une leçon qui a été bien prise en compte par le milieu des décideurs publics et qui permettra de ne pas refaire des erreurs de ce type dans le passé. C'est dommage parce que c'est un épisode qui nous a fait perdre quand même un temps assez précieux sur les questions climatiques. Après voilà, on trébuche une fois et puis après on fera attention à cette pierre la fois suivante.
Ce que je constate, c'est que typiquement, si on revient à mes propos sur les politiques publiques qui sont déployées en ce moment, à l'échelle européenne, il y a une réflexion sur l'élargissement du marché de quotas carbone, notamment pour toucher davantage les particuliers. Cette réflexion, elle était immédiatement accompagnée de réflexions sur la redistribution des bénéfices tirés de cette taxe, de manière à compenser les personnes qui seraient le plus touchées et les plus vulnérables. Peut-être pour revenir sur, et c'est peut-être le premier débat qu'on peut avoir tous les trois, tu me disais, Xavier, que tu n'étais pas d'accord que la résistance devienne la norme, et Angel aussi, potentiellement, que ça s'illustrait dans les urnes. Est-ce que, du coup, c'est une question que je vous pose, le fait qu'il n'y ait jamais eu un taux d'abstention aussi élevé, c'est pas une forme de résistance par rapport au système actuel? Pour moi, mais ça se trouve, je suis assez naïf, j'ai jamais vu en 34 ans d'existence autant de mouvements sociaux, autant de mouvements écologiques qu'aujourd'hui, et surtout le fait qu'ils arrivent à entraîner de plus en plus de monde avec eux. Tu parlais, Xavier, des marches pour le climat, mais moi j'ai jamais vu ça, des centaines de milliers de personnes qui marchent quand j'avais 15 ans pour le climat, mais pour moi je trouvais ça dingue. Alors quand je parle de devenir la norme, en fait c'est plus la normalisation de la résistance. C'est-à-dire que cette normalisation de résistance, avant on avait du mal à rentrer dans cette résistance, parce que si je rentrais dans cette résistance, j'avais l'impression d'être un peu seul, et là la communauté entre guillemets de résistants, que ce soit écologique, sociale, électorale, elle est de plus en plus importante. Et donc, ça devient quelque part une norme sociale. Et il y a ces biais cognitifs qui fait que s'il y a de plus en plus de personnes qui sont engagées dans ces mouvements, bah, c'est plus simple de suivre ces mouvements. C'est un comportement un peu moutonnier qui peut être à la fois négatif, mais aussi positif. Et du coup, ce que je trouve intéressant là-dedans, et c'est ce que tu évoquais, Angel, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui challengent le statu quo actuel. Et pour moi, c'est en train de devenir une norme, et c'est ce qui peut servir de tremplin pour transformer le modèle. Est-ce qu'on a atteint le point de bascule qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes suffisamment convaincues pour changer de système? Ça, clairement, non, c'est pas encore le cas. Mais est-ce qu'on y arrive? J'ai l'impression que même si ça va pas assez vite, on est en train de prendre la bonne direction. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très intéressant, et je pense qu'on pourrait résumer ton propos par une phrase qui vient de me venir à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, on peut être radical sans être marginal. Et c'est peut-être ça finalement tout l'enjeu. C'est qu'avant, quand on était radical au sens noble du terme, c'est-à-dire en prenant cette question écologique à la source et en se demandant concrètement quels sont les ordres de grandeur en jeu, quelles sont les actions qu'on doit mettre en œuvre, dans quelle mesure ça implique de changer nos comportements, de changer nos manières de produire, nos manières de consommer, et qu'on agissait en conséquence, on était marginal. Aujourd'hui, c'est un comportement effectivement qui est socialement accepté et du coup qui ne peut que prendre de l'ampleur. Et une évocation des théories du changement, je la trouve très parlante. Effectivement, on peut imaginer comme avec l'adoption de toute technologie, ou même plus généralement tout changement de société, qu'il y a un peu différentes catégories de personnes. On peut les ranger très schématiquement en 3 paquets. Donc un paquet, mettons 10% de convaincus, qui sont les early adopters, pour prendre les termes anglais, et qui vont être les premiers à se saisir des nouvelles technologies ou d'un nouvelle manière de vivre, nouvelle manière de consommer. Ensuite, il va y avoir 80% de personnes qui pourraient être convaincues, mais qui ne le sont pas spontanément, et qui vont, en fait, à fur et à mesure que ces 10% créent une sorte de norme sociale autour de nouvelles pratiques, pouvoir les suivre. Donc ces nouvelles pratiques, ça va pouvoir être le choix de son emploi, on en parlait tout à l'heure. Et donc voilà, qui vont être entraînés dans la dynamique progressivement. Et puis à la fin, peut-être, il y a 10% de résistants, ces Gaulois qui ne capituleront jamais et qui, du coup, vont être beaucoup plus difficiles à mobiliser, ce qui va requérir beaucoup d'énergie pour les faire changer. Moi, en tout cas, et je pense que cet avis est partagé par la plupart des gens, je pense que ces 10% restants, aussi tentés qu'ils existent, c'est très théorique ce que je suis en train de dire, il ne faut pas trop s'épuiser dans un premier temps à essayer de les convaincre. Commence par les 10 premiers pourcents, les 80 restants, et puis ensuite on verra pour le plus difficile à la fin de l'exercice. Moi, j'ai pas la sensation qu'on ait du mal à convaincre
On a moins, effectivement, ça avance dans le sens où on a moins de complexité ou de difficulté à convaincre de la situation, de dire bah voilà ce qui se passe. Les gens sont d'accord, ok, il se passe ça. Et il y a de plus en plus de gens aussi qui disent oui, j'ai compris la situation, je sais, et d'ailleurs je suis écolo et je suis tout à fait engagé et je vous suis, il n'y a pas de souci. La différence, elle est plutôt dans l'action. Et en fait, c'est vraiment à ce niveau-là où j'ai l'impression que c'est quand même relativement limité. Aujourd'hui, si tu dis je suis végétarien, ça a encore une sorte de connotation particulière, même si ça rentre un peu plus dans la norme. Et c'est plutôt dans ce sens-là où je disais que c'est pas du tout un mouvement global encore. Et j'ai même des amis qui me disent je suis écolo, mais qui prennent l'avion 3 fois par an. Et il y a un peu ce genre de dissonances qui sont normales et qu'il faut accepter, on commence, etc. Mais il y a des dissonances qui sont encore trop fortes pour qu'on puisse dire que c'est majeur, que c'est un mouvement global. Tu mets le doigt sur un truc super important et je me demande si c'est pas un des facteurs clés de succès du changement de système. De l'intérieur. De l'intérieur. Et on va revenir sur la thématique, faut-il déserter ou non? Un des écueils dans lesquels on peut tomber, c'est en fait on est à une grande majorité de personnes de plus en plus de personnes qui sont convaincues qu'il faut changer de modèle. Et puis pour reprendre ce que disait Angel, dans un autre schéma, tu vas avoir les ultra-radicaux qui sont végétariens, même véganes, qui prennent plus l'avion, qui limitent au maximum la consommation, qui ont même un mode de vie potentiellement qui sort un peu de la société, qui vont s'isoler, pour avoir un impact vraiment minimal. Et c'est ça que essayer de mettre en avant les étudiants de l'AgroParisTech quand ils disaient moi je vais aller élever des chefs dans le Larzac, c'était pas une blague, hein, c'était vraiment ça. Et c'est cette sortie du système qui est encore très marginalisée. Exactement. T'as ça, et ça c'est intéressant. Et puis t'as des personnes qui prennent encore l'avion, qui ont une voiture, voire 2 voitures quand ils ont des enfants, qui mangent encore de la viande, et néanmoins qui commencent à être intéressés par ces thématiques et dont le comportement est en train de changer. Si on arrive à rassembler toutes ces personnes-là, c'est très fort, parce qu'on arrive à rassembler beaucoup de monde. Le problème, et ce qui est en train de se passer, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que des fois, alors qu'on a la même vision, au final, qui est le système ne va pas, au sein même de ce groupement de personnes qui est très divers, il y a des oppositions. Et on va venir se challenger entre nous. Et du coup, on va passer de l'énergie à s'auto-challenger, au lieu de passer de l'énergie à convaincre les 80% restants. Sur ces 10%-là, il y en a des extrêmement radicaux et c'est très bien, il y en a des moins radicaux et c'est très bien, mais maintenant c'est comment on la joue collective pour aller chercher ces 80% de personnes qui ne sont pas forcément convaincues. Et là, il y a un enjeu qui est extrêmement important parce que ça fait l'affaire des entreprises et des partis politiques, de pouvoir diviser en disant ouais non mais d'accord, mais oui, eux ils sont extrêmement radicaux, toi tu consommes encore 3 jeans par mois, tu prends l'avion, et donc il y a cette facilité en fait à désolidariser ces 10%-là, et je pense qu'on a besoin d'être ultra vigilant par rapport à ça, parce que du coup on va se faire une guerre entre nous, alors que c'est pas le sujet. C'est pas grave si t'es plus en avance que moi, très bien, et franchement bravo, et je t'admire, ou pas d'ailleurs. Mais par contre, on a la même vision, on a envie de transformer le système. T'es peut-être plus en avance que moi, très bien, franchement, pas de souci. Mais par contre, si on rentre dans un mode, je te donne des leçons entre nous, je pense que ça va être contre-productif et qu'on cible la mauvaise chose. Et j'ai le sentiment que certains partis politiques, que certaines entreprises mettent la responsabilité sur les individus et créent cette éco-anxiété. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est que on se met la pression sur nous. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien de prendre l'avion? Est-ce que c'est bien de manger ce steak? Voilà. Au lieu de se dire, mais en fait, je suis dans une boîte, qu'est-ce que je pourrais transformer? Bon, je suis pas allé voter, peut-être qu'il y a aucune personne qui me correspond, donc est-ce que je rejoins pas une association ou un parti politique pour changer un peu la donne? On est plus en train de se focaliser sur nous-mêmes, et donc c'est une sorte d'individualisme exacerbé, au lieu de se focaliser sur le collectif. Et voilà, c'est ma seule crainte, en tout cas, et je pense que certains organismes publics, privés l'ont bien compris et vont jouer dessus, et donc c'est bien de rester vigilant là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir votre opinion sur ce sujet. Ouais, pour moi la question du collectif est effectivement clé. On l'a évoqué tout à l'heure assez rapidement, mais on voit effectivement pas mal de ruptures autour de la question écologique. On voit des ruptures de type urbain, rural. On voit des ruptures au sein des étudiants.
Donc pareil, les discours des étudiants d'AgroParisTech ont aussi fait le buzz parce qu'ils ne parlaient pas à tout le monde. Et ils ont été suivis d'autres discours dans d'autres écoles, donc HEC notamment, Sciences Po, l'école polytechnique. Moi, j'ai participé à un discours des étudiants de l'école polytechnique où les messages étaient assez différents. Donc on voit qu'il y a des différentes manières de voir les choses. Nous, on a insisté sur le fait que toutes les voies nous semblent importantes pour la transition écologique, aussi bien la voie de la désertion que la voie qui vise à changer les choses de l'intérieur. Et donc en ce sens-là, on essaie aussi de recréer du collectif, parce que honnêtement, d'un point de vue personnel, et c'est ce qu'on soutient aussi avec Point Avis écologique, c'est que toutes ces voies sont nécessaires. Il faut qu'il y ait des personnes qui osent prendre des énormes risques pour recréer des alternatives un peu parallèles au système actuel dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir inventer le monde de demain. Il faut aussi des personnes qui se remontent les manches pour aller dans des organisations existantes pour contribuer à les transformer de l'intérieur. Ils ne pourront et elles ne pourront pas transformer ces organisations seules, et d'autant plus quand on a 23 ans, 25 ans, qu'on sort d'école et qu'on arrive tout en bas de la chaîne hiérarchique d'un État, d'une collectivité ou d'une entreprise. Il faut aussi qu'il y ait un leadership fort des dirigeants. Donc je reviens à ma proposition sur les leaders politiques et économiques qui doivent être engagés. Et là, ça permet de reboucler avec est-ce qu'il faut rejoindre une entreprise, l'État qui contribue au système actuel ou pas. Pour moi, c'est très dépendant de la vision stratégique qui est portée par le groupe en question, le collectif en question. Donc toi, tu as participé à ce discours. Ouais. Tu dis qu'il faut les deux, la désertion, le changement de l'intérieur. Les deux sont importants. Tu viens de commencer ta carrière. Qu'est-ce que tu as choisi ? Donc moi, j'ai plutôt choisi de changer les choses de l'intérieur. Donc j'ai décidé à la sortie de l'école polytechnique, donc de l'IX, de rejoindre la puissance publique. J'avais la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle un grand corps d'État, qui me permet assez rapidement d'avoir des responsabilités dans la fonction publique. Et donc je me suis dit, on va y aller. Je vais rejoindre le grand corps qui est rattaché au ministère de l'économie et je vais faire mon possible pour contribuer. Évidemment, à chaque fois, on contribue, on ne fait rien tout seul, à verdir les politiques publiques de développement économique. Donc aussi bien dans leur définition, ce qui se passe plutôt au niveau national, que dans leur mise en œuvre, ce qui se passe plutôt au niveau des territoires. Et à l'époque où j'ai rejoint, donc là c'était plutôt 2019-2020, c'est au moment où j'ai décidé de rejoindre une formation complémentaire, donc ça s'appelle le corps des mines pour la fonction publique. J'avais vraiment l'impression que je serais un peu tout seul à l'avant du bateau, que je devrais vraiment déployer une énergie folle pour convaincre mon entourage professionnel évidemment sur ces questions. Et ce que je constate aujourd'hui avec une grande joie et qui me permet aussi d'être assez optimiste comme je l'expliquais au début, c'est qu'aujourd'hui ça devient presque une banalité de dire qu'on souhaite travailler sur la question de transition écologique et qu'on veut verdir les politiques publiques. C'est vraiment tarte à la crème, tout le monde en parle. Après, bon, est-ce que tout le monde le fait ? Est-ce que tout le monde déploie l'énergie nécessaire ou pas ? Ça, je n'en suis pas convaincu, mais ça viendra avec le temps. En tout cas, je ne sens aucune résistance au sein du leadership politique et du leadership de l'administration pour être moteur sur ces questions-là. Au contraire, moi, on me demande très explicitement d'être proactif. Les personnes qui voient mon CV disent « Ah bah voilà, t'as l'air assez expert, assez calé sur les questions de transition écologique, notamment sur la décarbonation et son volet économique. Est-ce que tu peux nous faire des propositions ? Est-ce que tu peux nous aider à avancer ?» En ce moment, je travaille par exemple sur la question de la formation des hauts fonctionnaires à la transition écologique. L'État a annoncé, donc à travers le ministre de la Transformation publique, qu'il allait former les 25 000 plus haut cadre de l'État à la question écologique. C'est énorme. Et c'est vraiment les directeurs d'administration, les directeurs d'administration déconcentrés, centrales. Ça va être aussi les ministres, ça va être leur cabinet ministériel. C'est vraiment les personnes qui prennent les décisions les plus structurantes au niveau de la puissance publique. Et bien ces personnes-là, très rapidement, vont être formées aux questions écologiques. Et on va faire le nécessaire pour que la formation elle soit de qualité, et je ne doute pas qu'elle le sera. Un peu plus longue que celle de Valérie Masson-Delmotte au Conseil des ministres la semaine dernière. Ce serait assez souhaitable. Après, donc cette formation de Valérie Masson-Delmotte, ce ne sera pas toute la formation que recevront les ministres. Il va y avoir aussi des fresques du climat qui vont être déployées. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle un atelier d'automne, donc pareil, qui permet de manière assez pratique de se rendre compte des enjeux, des ordres de grandeur autour de la question climatique. On pourra toujours dire que ce n'est pas nécessaire. Après, je pense qu'il faut aussi être réaliste et se rendre compte qu'on a affaire à des personnes qui ont des emplois du temps très remplis. On ne parle pas pour rien d'un emploi du temps de ministre. Donc, je pense que derrière toutes ces initiatives, il y a des personnes qui sont vraiment convaincues, qui font de leur mieux pour faire avancer les choses
et évidemment avec toutes les contraintes du bord. Donc, on ne fait pas parfaitement du premier coup, mais on va dans la bonne direction. Tu disais tout à l'heure qu'on ne peut que contribuer à faire avancer une entreprise ou une direction publique dans le bon sens. C'est quoi alors la première chose qu'on doit faire pour commencer à transformer une entreprise quand on est dedans? Je pense qu'Angèle l'a très bien dit, c'est former, éduquer et sensibiliser. En fait, c'est le terreau fertile pour faire pousser l'arbre du changement. On se rend pas compte, et tu l'as bien dit, Xavier aussi, c'est que là, on est entre nous, on est tous convaincus de la pertinence de ce modèle-là, mais on est encore loin d'être la majorité, que ce soit au sein des grandes entreprises ou en dehors des grandes villes. Le niveau de connaissance, d'appétence sur le sujet n'est pas le même, mais parce que les gens n'ont pas accès à l'information, ou ils ont accès à trop d'informations et c'est difficile de faire le tri. Donc si on prend le monde des entreprises, et nous, notre expérience avec Circulaire, dont la mission est d'accompagner justement ces grands groupes dans leur transition vers l'économie circulaire, l'étape numéro 1, c'est de convaincre de la pertinence de passer à une économie circulaire et régénérative, de la pertinence écologique, mais aussi de la pertinence économique. Parce que s'ils ne font pas le shift très rapidement, ils vont se planter comme a pu se planter Kodak ou d'autres entreprises. Et ça, pareil, le message, en tout cas la façon dont on essaye d'avoir ce récit, l'idée c'est pas de faire flipper, c'est juste de le mettre devant la réalité et de leur dire, mais quoi qu'il arrive, en fait, le comportement des consommateurs, des citoyens, citoyennes est en train de changer, la législation est en train d'arriver, il y en a qui sont assez agiles et qui ont bien compris comment se positionner et se renouveler. Si vous le faites pas, ça sera fini pour vous. Donc, on a besoin de le communiquer, et de le communiquer de façon ludique et, entre guillemets, sexy, pour que les gens, à la fin, se disent « Ok, d'accord, là, je comprends que c'est un sujet pour nous, on a besoin de se former, et on a besoin de former à la fois les comex, les directeurs, directrices, mais aussi les gens qui sont dans une entreprise, et il y a des gens qui sont terrain, et en fait, c'est eux qui font le taf, et c'est important de ne pas les oublier aussi. Eux, ils ont besoin d'être formés, et c'est eux qui ont créé concrètement les solutions opérationnelles. Donc l'idée, c'est de former un maximum de personnes. Et là, maintenant, la question, c'est de se dire comment tu formes très rapidement un maximum de personnes. Donc là, il faut utiliser les leviers qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce qu'un levier qu'on critique énormément, c'est le numérique. Mais l'air de rien, le numérique, c'est un formidable outil pour faire passer des messages très forts. Je pense que toi, pour un réveil écologique, en profite bien. Et ils ont bien raison, ils sont ultra présents sur LinkedIn, et leurs posts, c'est le feu. Une activiste comme Camille Etienne, ultra présente sur Instagram, super moyen de faire passer des messages. Donc capitalisons là-dessus. Nous, chez Circulaire, on a monté un e-learning pour qu'on puisse former un maximum de personnes très vite à l'économie circulaire. Là, typiquement, cet e-learning sur l'économie circulaire, il est déployé chez la SNCF, et on va former 24 000 personnes en un an. Donc c'est énorme. Ça peut être énorme. Donc voilà, l'étape 1. C'est le même nombre que la fonction publique, du coup, à peu près. C'est 24 000, c'est ça ? Ouais. Donc l'idée, je rejoins Angel, l'étape numéro 1, c'est convaincre, et ça, c'est par de la formation. J'aimerais totalement aller dans ton sens et rajouter peut-être encore quelques éléments qui me semblent intéressants. Donc d'abord en préliminaire, parce que la question c'est juste pour rappel, que faire pour changer une entreprise de l'intérieur ou une structure de l'intérieur. Première étape, bien la choisir. Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Le leadership, est-ce qu'il est aligné avec notre vision, avec nos convictions? Est-ce que on dispose des informations nécessaires pour être convaincu qu'on va s'inscrire dans une vraie dynamique transformante et pas des actions à la marge qui, in fine, n'auront pas vraiment d'impact et ne feront que nous frustrer. Et donc ensuite, ça c'est vraiment le préalable. Et ensuite, je pense qu'il y a 3 grands prérequis. Premier, la formation, totalement d'accord. En plus de tout ce que tu as dit, je pense que c'est important de rappeler tout l'enjeu de la formation scolaire et puis de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec Pour un réveil écologique. Nous, on pense que les étudiants, ils doivent être informés des enjeux et ils doivent être aussi formés pour y répondre. Et les deux sont importants. Et vraiment, qu'on a pris le problème en 2018, on était loin du compte. Et là, de la même manière que les entreprises commencent à se mettre en mouvement, les grandes écoles, les universités, l'enseignement supérieur commencent à se mettre en mouvement. Donc, à l'école polytechnique, où moi j'ai fait mes études supérieures, il y a énormément de formations sur le sujet, même en tronc commun, qui sont mises en place. Donc ça, c'est pareil, une perspective assez réjouissante. Question de la formation numéro 1. Numéro 2, je pense, c'est bien s'entourer. C'est toute la question de se créer un réseau de personnes qui partagent nos convictions, qui veulent agir avec nous et sur qui on peut s'appuyer
d'une part pour développer des actions communes, mais aussi pour nous redonner de l'énergie, pour nous remotiver face aux difficultés qu'on va inévitablement rencontrer, aux échecs qu'on pourra subir dans cette démarche de transformation qui est toujours très énergivore. Donc bien s'entourer, il y a Point Réveil écologique qui nous permet de faire ça en tant que jeunes étudiants ou jeunes actifs. Il y a plein d'autres réseaux comme le Shift Project, avec les shifters, ils sont un peu partout en France et ils essaient de travailler à décarboner l'économie. Il y a des réseaux de fonctionnaires comme le LIAR, qui sont très actifs aussi avec donc un tropisme assez particulier sur les politiques publiques. Il y a en entreprise les collectifs, qui est un collectif de collectifs, des personnes un peu de toutes entreprises qui se réunissent pour partager les bonnes pratiques et encore une fois se donner mutuellement de l'énergie pour contribuer à transformer leurs entreprises de l'intérieur. Là, je pense que c'est le deuxième point. Après la formation, il y a le fait de bien s'entourer. Et puis dernièrement, agir. Et on l'expliquait tout à l'heure, effectivement, le climat n'en a rien à faire des discours. On peut beaucoup parler. Si on brûle du pétrole, si on brûle du gaz, si on brûle du charbon, on est en train d'émettre des gaz à effet de serre. Si on élève des bovins qui émettent du méthane, on est en train d'émettre des gaz à effet de serre. Si on a des tuyaux qui transportent du gaz et qui ont des fuites, on émet du méthane et donc des gaz à effet de serre. Et donc le climat, il s'en fiche qu'on discute et qu'on fasse des beaux discours en expliquant que on va vraiment s'engager pour la sobriété énergétique, etc., etc. À la fin, il faut agir. Et donc ça, c'est pour moi le troisième pilier qui est absolument essentiel. On peut commencer par agir petit, notamment quand on est jeune, quand on arrive dans une structure, on ne va pas pouvoir tout transformer à notre niveau, mais il faut commencer par ces petits pas, en ayant toujours en tête quelles vont être les actions les plus impactantes, pour ne pas tomber dans le travers de se dire oui voilà, j'ai changé les gobelets en plastique pour des gobelets en carton, j'ai fait ma BA, je peux maintenant prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour passer une semaine aux Seychelles. Non, ça marche pas. Il faut toujours avoir, je pense, les ordres de grandeur en tête, s'informer avant pour justement savoir quelles sont les actions les plus pertinentes, mais il faut agir. Alors tu vois, ce que tu dis, j'ai l'impression que ça peut fonctionner dans des structures qui sont encore à taille humaine. Moi, j'étais très, très impacté par très touché plutôt par le licenciement d'Emmanuel Faber chez Danone par un conseil d'administration alors qu'il essayait d'implémenter une entreprise à mission, par un peu la même chose avec Isabelle Kocher chez Engie. Et j'ai l'impression que même à des niveaux très élevés, finalement, en fait, on se fait quand même bouffer et ça devient presque impossible c'est des paquebots qui sont impossibles à manœuvrer, même avec des mains de fer. Comment est-ce que, à des niveaux comme ceux qu'on a aujourd'hui, parce que nous, on est encore à des niveaux de hiérarchie qui sont relativement faibles dans ces structures, comment est-ce qu'on peut se dire après ce genre d'événement, ce que je fais, ça a un impact, ça va vraiment dans le bon sens. Ouais, j'ai une réponse, je pense, qui sera assez pertinente. Donc, si tu veux bien, je commence. J'étais chez Engie au moment où Isabelle Kocher a dû partir. Ça tombe bien. Donc, je pense que j'ai vécu ça de l'intérieur. C'est même pas prévu pour les auditeurs. Donc, moi, dans le cadre de ma formation au corps des mines, j'ai dû passer 2 ans en entreprise, 1 an dans une entreprise en France, 1 an dans une entreprise à l'étranger. Le but, c'est de mieux comprendre le secteur privé avant d'aller du côté du secteur public pour pouvoir ensuite adopter des politiques publiques plus pertinentes pour les entreprises. Donc voilà, j'avais décidé de passer 1 an chez Engie. Pourquoi Engie ? Parce que j'étais très inspiré par la vision d'Isabelle Kocher, qui effectivement, sur les questions de décarbonation, voulait faire d'Engie le premier grand groupe fondé sur les énergies fossiles à en sortir. C'est ce qui n'était vraiment pas à donner, parce que effectivement, Engie, comme son nom l'indique, Engie, c'est pour N et G pour Natural Gas, un business qui dépend essentiellement du gaz naturel, donc émetteur de gaz à effet de serre. Et elle a impulsé cette vision stratégique autour notamment de la sobriété énergétique. Donc, rendez-vous compte, c'était en, je pense, 2019-2020. On parlait beaucoup moins de la sobriété énergétique qu'on ne le fait aujourd'hui. Je pense qu'elle était en avance de phase par rapport au monde économique, ce qui a expliqué en partie le fait qu'elle ait été remerciée de chez Engie. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de forces qui étaient mobilisées en interne au service de cette vision. Donc, évidemment, des personnes dont c'était le travail de contribuer à la décarbonation d'Engie, dont je faisais partie, et d'autres personnes qui le faisaient aussi de manière informelle, qui se constituaient en réseau, et qui avaient cette forme de validation hiérarchique au plus haut niveau pour déployer leur énergie dans ce sens. Quand elle est partie, ça a été un terrible choc, ça a été très douloureux. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elle a laissé sa marque. Donc tout ce qu'elle a fait n'a pas servi à rien. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, Engie, je n'ai pas d'action chez Engie, je ne cherche pas du tout à défendre ce groupe ou quoi, mais aujourd'hui, Engie
a une trajectoire de décarbonation extrêmement ambitieuse qu'elle respecte avec des budgets carbone qui répartissent entre toutes les lignes métiers avec des sortes de négociations, KPI, un peu comme on ferait avec le budget financier de l'entreprise. Et les managers sont attendus sur la décarbonation de l'unité dont ils sont responsables. Et ils ont un prix du carbone interne, et tout ça, ça fonctionne. Et aujourd'hui encore, Engie draine des étudiants en sortie d'école, des jeunes actifs motivés par les questions de décarbonation, parce que quand bien même la vision stratégique, en tout cas qui est communiquée, est un peu moins ambitieuse qu'elle ne l'était précédemment, en pratique, il se passe des choses assez intéressantes et assez incroyables sur la décarbonation. On avait invité, pour rebondir sur ce que tu dis, Angel, c'est génial que tu aies pu assister à ça. Et c'est bien parce que je me suis toujours posé la question. À un moment, on a eu la DG d'Engie Solutions au Club Circulaire. Donc, le Club Circulaire, c'est un rendez-vous trimestriel où on réunit 50 grandes entreprises qui sont engagées dans leur transition, d'autres qui commencent, d'autres qui sont plus avancées, et puis 50 startups qui ont des solutions très opérationnelles. Et là-dedans, on a souvent des tables rondes avec des dirigeantes ou dirigeants d'entreprises qui s'engagent dans cette transition. Et donc, on a eu Anne-Laure de Chamard, la DG d'Engie Solutions, et on a évoqué la question des talents. Et en fait, elle relatait ce que tu as très bien dit, Angel. Elle dit, quand on a changé la vision d'Engie et d'en faire un acteur qui a pour objectif la sobriété énergétique, on est passé à une entreprise qui recevait 200 000 CV par an à une entreprise qui recevait 900 000 CV par an. Donc rien qu'en changeant la raison d'être et la vision de l'entreprise, on voit à quel point tu peux capter de nouveaux talents. Et en fait, une entreprise, c'est quoi ? C'est un ensemble de talents. Et si demain, tu n'as plus de talent, bah, tu meurs. Donc, je pense que Engie l'a bien compris et a enclenché cette transition. Maintenant, à voir, et toi, tu le sais mieux que moi, Angel, si c'est réel ou pas, est-ce que c'est du greenwashing ou pas, mais en tout cas, il y a eu un effet très concrètement sur le nombre de postulants chez Engie. Et je pense que cette question est clé pour la puissance publique également. Parce qu'aujourd'hui, on est face à un vrai problème d'attractivité, notamment de l'État, mais aussi des collectivités du secteur hospitalier, dont le nombre de CV reçus, typiquement dont tu parlais précédemment, a énormément chuté au cours des dernières années. Aujourd'hui, le service public n'attire plus, ou n'attire plus autant. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème parce que c'est important d'avoir des personnes bien formées, d'avoir un pool de talents parmi lesquels choisir le plus large possible, de manière à impulser et mettre en œuvre des politiques publiques pertinentes et des politiques publiques efficaces au service de nos concitoyens et aussi au service des entreprises, pourquoi pas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait reverse, je ne sais pas quel est le mot français, cette tendance ? À mon avis, ça peut beaucoup passer par la question de l'engagement écologique de l'État, de l'engagement écologique de l'administration. Et je pense que notre ministre de la transformation et de la fonction publique actuelle, Stanislas Guerini, l'a assez bien compris, parce que très rapidement, il a cherché à se positionner sur cette question, à montrer que l'État cherche à être éco-responsable, que l'État aussi cherche à former ses collaborateurs, donc voilà, c'est la question de la formation qu'on évoquait tout à l'heure, de manière à ce qu'ils puissent impulser des politiques publiques plus pertinentes sur les questions de transition écologique. Donc à mon avis, voilà, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là, qui n'est pas totalement qui n'est pas exploité à son plein potentiel, parce que, sauf erreur de ma part, les services de recrutement de la fonction publique ne croulent pas encore sous les CV. Donc peut-être message aux leaders politiques, c'est une question qui mérite peut-être un peu plus d'attention. Et aux étudiants qui auraient envie de postuler aussi. Ouais. Allez-y, il y a de la place. Je voudrais revenir sur ce que tu disais, Xavier, tout à l'heure, en parlant du départ d'Emmanuel Faber, du départ d'Isabelle chez Engie. En fait, pourquoi, c'est quoi le why derrière tout ça et en fait, est-ce que du coup, il faut se dire que tout est foutu ou que en fait, y a quand même moyen de changer les choses? Ce que j'ai tendance à penser, en fait, pourquoi ces gens partent? Parce que ces entreprises sont cotées sur les marchés financiers, qu'il y a un actionnariat très court-termiste qui demande des résultats très court terme. Et en fait, ces visions que proposent Emmanuel Faber et Isabelle Cochet sont des visions long terme, moyen terme, qui ne vont pas avoir une rentabilité économique court terme et donc qui ne convient pas au mode actionnarial actuel. Si on changeait le mode actionnarial des entreprises, c'est-à-dire que si le mode actionnarial n'était pas basé sur le court terme, mais sur les performances de long terme, et si la mesure de la création de valeur des entreprises était différente, aujourd'hui c'est purement de la création de valeur économique. C'est-à-dire que si Marlboro Light vend plus de clopes, quelque part, l'entreprise croît, et donc il y a plus de chiffres, ils vont pouvoir emprunter plus sur les marchés.
Si Dassault vend 350 Rafales en Inde, c'est cool, on fait un max de chiffres, on peut emprunter plus sur les marchés. Aujourd'hui, c'est purement économique. Si on faisait juste un petit exercice de 30-30-30, c'est-à-dire, OK, la performance d'une entreprise, maintenant, c'est plus que la performance économique, c'est 30% de performance économique, 30% de performance sociale et 30% de performance environnementale, on va dire 33-33-33. Déjà, ça changerait drastiquement la donne. Maintenant, vous allez me dire, OK, génial, mais comment on change ça? Qui change ce mode actionnarial? Là, pour moi, quelque part, c'est l'État, en fait, qui change ce mode actionnarial. Et l'État, c'est qui? C'est, encore une fois, on revient, les citoyennes et les citoyens. D'où l'importance, à mon avis, primordiale de s'impliquer dans ces mouvements collectifs, politiques, quel que soit son bord, et d'aller voter, d'aller porter sa voix. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'alternative très excitante. Et donc, toute cette énergie qu'on voit qui est en train d'émaner, est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre justement dans ce corps politique pour pouvoir justement donner de la voix et changer les choses de l'intérieur, sachant que, encore une fois, le politique est le canal de décision des citoyens. Et là, il y a peut-être... Alors là, Angel, je ne sais pas s'il y a cette réflexion aussi, qu'est-ce que tu en penses, mais le fait qu'on ait un système politique où c'est des quinquennats renouvelables. En fait, c'est très court terme, la vision d'un président de la République. Je bosse pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, je pense déjà à ma réélection. Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le... c'est un point de vue personnel, et j'aimerais bien voir aussi ton point de vue, Angel, mais du coup, je vais bosser pour ma réélection. Et malheureusement, quand tu changes des choses comme ça va faire pas mal de mécontents. On va avoir des lobbies qui vont s'opposer, qui vont communiquer des messages, qui va soulever certaines foules. Donc il y a de fortes chances que tu ne sois pas réélu la prochaine fois. Donc peut-être qu'il y a aussi un changement à faire côté politique. Et encore une fois, ce changement politique n'arrivera que par les citoyens et les citoyennes. Et c'est ça qui est, pour moi, un message d'espoir. C'est-à-dire que souvent, on se dit, putain, mais qu'est-ce que je peux faire? À part devenir écolo responsable. En fait, si on arrive à créer ce mouvement collectif, si on arrive à donner envie à ce collectif de changer la donne et d'aller voter et de pouvoir avoir une vraie alternative politique, alors on peut transformer les choses. Donc c'est cool de se dire qu'on a encore le pouvoir quand même. Ouais. Moi, j'ai presque un avis un peu plus positif que ça, d'ailleurs, sur le temps de changement, parce que tu disais tout à l'heure que la vraie puissance publique, en fait, elle est dans les administrations, dans les services déconcentrés, et ça c'est moins des... Enfin, il me semble que c'est quand même vachement plus long terme, c'est pas des élections quinquennales. Donc, effectivement. a priori, on a quand même plus de chances en allant effectivement former ces 24 000 fonctionnaires qui sont de ces administrations-là pour aller plus vite que l'exécutif en soi. D'ailleurs, toute la question de la planification écologique qui est dans toutes les lèvres en ce moment tourne autour de cette question du long terme et comment est-ce qu'on fait pour inscrire une vision un peu plus globale qui s'inscrit plus dans le temps long dans nos politiques publiques. Donc pour moi, avec les récents changements d'architecture administrative et gouvernementale sur ces questions, qui sont encore en train de se mettre en place, qui sont encore imparfaits, on va quand même dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sur la question des entreprises, du modèle actionnarial, des KPI, je suis totalement d'accord avec toi. Donc il y a une question de comment est-ce qu'on repense notre modèle actionnarial. Donc ça, c'est vraiment des chantiers colossaux, pareil, qui ne peuvent pas se régler en l'espace de quelques mois ou d'un an, mais qui méritent une plus grande attention. La question des KPI, donc les KPI macro tels que le PIB, on le sait, sont inadaptés aujourd'hui aux enjeux écologiques qui se posent à nous. On peut très bien faire croître le PIB et être en train de détruire toute la base qui assure notre capacité à produire, donc les écosystèmes, simplement les personnes qui font de tout le capital humain absolument nécessaire au fonctionnement d'une entreprise. Donc il y a la question donc, des indicateurs macro tels le PIB, il y a la question des indicateurs micro comme le chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on fait soit pour internaliser dans la manière dont on mesure aujourd'hui la performance d'une entreprise, les questions écologiques. Donc, on sait le faire avec le carbone, on sait probablement beaucoup moins bien le faire avec des questions de biodiversité ou de ressources. Donc, voilà, là-dessus, d'ailleurs, j'ai un avis un peu mitigé. Je n'ai pas forcément de bonnes réponses. Je me dis que c'est vraiment bien d'avoir un prix du carbone interne. En même temps, je me dis que ça ne résout clairement pas tout parce que la question écologique est beaucoup plus globale. Donc, voilà, question des KPI micro, soit on internalise les contraintes, soit on change les business models pour aller beaucoup plus vers des business models de la sobriété. Et ça, c'est aussi une question ouverte qui est assez complexe. Quels sont les bons business models de la sobriété? Donc l'économie circulaire dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va totalement dans le bon sens. À mon avis, ça n'épuise pas toute la question. Et on va devoir être assez créatif et innovant dans la période à venir, à très court terme, déjà pour passer l'hiver.
notre première ministre a annoncé que les entreprises vont devoir faire des plans de sobriété énergétique avec une réduction de 10% de la consommation à échelle 2 ans. C'est énorme. C'est une marche très difficile à franchir. Donc voilà, la marche est haute. Mais une fois qu'on aura franchi cette marche, parce qu'on va arriver à le faire, il y aura quelques entreprises qui n'arriveront pas à s'en sortir. Moi, au niveau régional, je vois déjà qu'il y en a qui sont en grande difficulté. C'est inquiétant, c'est difficile. Il y a des personnes qui vont malheureusement perdre leur travail. On n'a pas suffisamment anticipé cette question de sobriété énergétique. Donc voilà, il y a ce que moi j'appelle des emplois échoués qu'on va devoir tout simplement remplacer par des nouveaux emplois plus compatibles avec la transition écologique. Donc première marche à très court terme qui est difficile, mais ensuite ça va continuer. Et c'est ça aussi dont il faut se rendre compte. Je pense qu'il faut que toutes les Français, que toutes les Françaises comprennent, que toutes les entreprises, les organisations patronales, que la puissance publique comprenne, c'est qu'une fois qu'on aura passé cet hiver, on aura encore 95% de nos émissions à éviter pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Je crois que c'est le Shift Project ou Jean-Marie Jancovici qui parle de 5% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par an. Par an, ouais, c'est ça. C'est colossal et on ne l'a jamais fait, mais on doit le faire. Voilà, on a un beau défi face à nous. Vous parliez tout à l'heure tous les deux du fait que c'était les talents qui étaient importants, alors autant pour le recrutement dans la fonction publique que pour aller modifier les entreprises de l'intérieur. J'ai l'impression que ceux qui sont sensibilisés à la situation climatique et qui ont envie d'agir sont plutôt du coup les étudiants qui sortent d'école, qui sont un peu renseignés, qui sont curieux, etc. Mais c'est en même temps ces mêmes étudiants qui ont fait des études longues, de qui on attend un statut social, un statut de salaire à la sortie, et qui eux aussi ont peut-être payé des écoles de commerce chères ou ont des parents qui leur demandent de rembourser, ou parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui nous ont aidés avec nos études. En fait, tous ces gens-là, comment est-ce qu'on peut leur dire en fait, il faut que tu ailles ailleurs ou que tu ailles dans une entreprise, peut-être de l'ESS qui va payer moins, mais où tu seras peut-être plus en phase avec des convictions que tu pourrais avoir. En fait, c'est ces mêmes étudiants qui ont ces connaissances et qui ont cette envie, qui sont ceux qui prétendent à des postes avec des salaires plus élevés dans des entreprises qui sont peut-être moins en accord avec, je sais pas, les accords de Paris, par exemple. Plusieurs éléments de réponse dans ce que tu dis. Parce que là, ce qui est mis vachement en avant, c'est les étudiants des grandes écoles, mais on parle peu des universités, des BTS, des DUT, des gens qui sortent de BEP et autres. Et l'air de rien, eux ont aussi conscience et ont envie de s'impliquer dans cette dynamique de changement. C'est important de ne pas les oublier non plus. Ensuite, quand on a fait une grande école, effectivement, des fois, tu dois emprunter 50 000 euros et ouais, tu peux ça fait un moment. J'adorerais bosser à Surfrider Foundation ou au WWF, mais malheureusement, au Greenpeace, j'ai une réalité économique et financière qui fait que je dois rembourser mon prêt. Mais en fait, ça revient à ce qu'on a dit. Tu peux très bien changer le système en intégrant ces grands groupes. Et donc, tu peux très bien aller dans un grand groupe qui, a priori, n'est pas en train de transformer le système, mais toi, tu y vas avec des convictions et tu te dis, je vais essayer de changer les choses. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Mais ce qu'on constate, en tout cas, quand nous, on accompagne les grands groupes, ils n'ont pas tous des visions genre on va changer, on va être sobre ou quoi que ce soit. Mais par contre, dans tous ces groupes-là, il y a ce qu'on appelle des intrapreneurs ou des intrapreneuses, des gens qui lancent des projets en interne sur ces sujets de transition. Comme tu le disais, Angel, qui sont de plus en plus acceptés. Ça devient de plus en plus compliqué pour ces grandes entreprises qui n'ont pas forcément des visions pro-sociales, pro-écologiques, de dire « Ah non, ne mettez pas ce projet en place en interne ». Au contraire, ils sont plutôt demandeurs. Donc, même si tu intègres un grand groupe au début dont les valeurs ne sont pas forcément, tu pourrais dire, adéquates avec ce que tu aimerais faire, en fait, tu peux être comme j'aime bien le mot, un virus vert, quoi. Tu rentres dans le système et comme un virus, tu le transformes de l'intérieur. Tu te déploies. Voilà. Et je trouve que c'est assez positif aussi de se dire, oui, tu peux déserter, mais déserter, ça peut être un luxe aussi. Faut pouvoir déserter quelque part. Des fois, tu peux pas déserter. Exactement. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que, avec ce constat-là, tu peux dire, je déserte pas, j'infiltre quelque part le système et j'essaye de le transformer à l'intérieur. Ouais. C'est pas facile, mais tu peux potentiellement au moins y mettre de l'énergie. Je pense que la question de l'infiltration, elle est pertinente, mais elle pose deux prérequis. Un prérequis, c'est de sentir qu'il y a des marges de manœuvre. Ça, parfois, ça peut être souvent, ça peut être difficile de vraiment en juger vu depuis l'extérieur. D'où l'intérêt aussi d'avoir des réseaux, au sens noble du terme, des
contacter des personnes dont on sait qu'on partage des convictions, qu'elles puissent nous livrer leur vision de l'intérieur pour savoir si on pourra effectivement contribuer à faire bouger les choses ou si juste on va être frustré et on va se retrouver assez rapidement à chercher un nouvel emploi. Donc ça, pour moi, c'est un prérequis important. Mais à mon avis, l'espace des possibles s'ouvre chaque jour davantage. Ça, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un déficit de compétences énorme chez les entreprises, chez la puissance publique, sur ces questions écologiques. Que ce déficit de compétences, il commence à être vraiment perçu par le leadership de ces organisations. Et donc, ils sont vraiment en demande de personnes compétentes sur ces questions qui vont pouvoir les aider sur des questions assez stratégiques et en même temps assez structurantes d'un point de vue opérationnel à se transformer. Et si on déserte tous et si on déserte toutes, il n'y aura personne pour faire bouger ces énormes mammouths, ces objets si structurants pour notre vie économique et sociale. Donc on pourra dire, oh, très bien, comme ça ils vont couler. Bon, je ne pense pas que la réalité soit si simple que ça. Et ça, peut-être que ça renvoie aussi, encore une fois, je l'ai évoqué au tout début, à la question de prendre un peu de recul, essayer de voir le panorama un peu plus global. Je pense à un groupe comme Total, à qui j'avais demandé aux dirigeants si eux, ils voyaient cette difficulté du recrutement et qui m'expliquaient qu'ils n'étaient pas si inquiets que ça. Parce qu'effectivement, ils voyaient qu'en France, les jeunes diplômés, les jeunes actifs étaient moins attirés qu'avant par leur métier, mais qu'au contraire, en Inde, en Afrique, leur entreprise restait extrêmement attractive et que d'ailleurs, il y avait de très bons ingénieurs, donc typiquement en Inde, et qu'ils étaient ravis aussi potentiellement d'employer des personnes plus bon marché avec néanmoins de très bonnes compétences. Donc il y a peut-être aussi une question de responsabilité individuelle qui requiert d'essayer de se replacer un peu à l'échelle globale, ce qui est extrêmement compliqué, qui ne permet pas d'apporter une réponse précise et unique. En tout cas, moi je pense que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que c'est important de se poser la question. Là, tous les trois, on se pose énormément de questions. Je souhaiterais, c'est un peu mon rêve, que chaque personne, à chaque instant de ces grands choix structurants professionnels et de vie, se pose la question de dans quelle mesure cela contribue ou pas à la transformation écologique de la société. Et ça, vraiment, ce serait un énorme pas en avant. Ça passe par la formation, ça passe par la sensibilisation, ça passe par les normes sociales qui évoluent, ça passe aussi par les imaginaires qui sont reconstruits. Il faut qu'on redéfinisse aussi ce que c'est que être cool. Est-ce que c'est, voilà, j'en parlais tout à l'heure, de partir une semaine à Bali en vacances, ou est-ce que c'est d'aller faire de la randonnée dans les Alpes ou dans les Pyrénées avec un impact carbone proche de zéro, mais néanmoins des superbes expériences, des superbes rencontres, un dépaysement assez fantastique qui sera sans doute bien plus important que si je suis sur une plage à Bali entouré d'occidentaux qui soient australiens ou européens. Ouais, il y a sans doute aussi des grandes questions à se poser à chaque instant structurant concernant ses choix professionnels, ses choix de vie. Est-ce que ce que je fais, c'est compatible avec l'urgence écologique ? Tu parlais des gros mammouths, est-ce qu'on attend qu'ils coulent ? Est-ce que chacun, vous pensez qu'en 2050, on peut avoir des entreprises comme Total, comme Engie, qui sont en accord avec un monde vivable ? Est-ce que en fait, on va dans ces entreprises en se disant, dans le cas où on a effectivement la bonne foi de dire j'y vais pour essayer de les changer, est-ce que c'est des choses qui sont, est-ce que c'est des engagements qui peuvent avoir un retour sur investissement suffisamment rapide avec des entreprises de cette taille-là? Alors 2050, donc là on est en quoi, en 2022, dans 28 ans? Ouais, c'est ça. C'est la date à laquelle on dit que la planète doit être neutre. Donc, on pourra réécouter ce podcast dans 28 ans. Moi, je fais un petit pari là. En espérant que Spotify existe encore, parce que du coup, ça fait partie de ces mastodontes. On verra. Mais en fait, pour moi, la réponse, elle est assez claire, mais ça se trouve, je me trompe complet. Hein. Mais je fais le pari que, en fait, est-ce que Total et Engie seront encore présents ? Il y a deux possibilités de réponse. Si ils ont saisi les enjeux, ils ont réussi à se transformer, à capter les nouveaux talents et transformer radicalement leur business model pour passer d'un business model prédateur à un business model plutôt régénérateur, alors je pense qu'ils seront encore présents. Si ils l'ont pas fait, je pense que d'ici 28 ans, ils seront plus là. Donc c'est un vrai pari. Je pense que ce sera le cas parce qu'il y a une réalité en fait business aussi, tout simplement. Ça va être très 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 compliqué pour elles de garder le modèle économique qu'elles font. En fait, là, en travaillant tous les jours avec des entreprises, on arrive à des sortes d'absurdités où on est en train de faire le bilan carbone, et c'est sans parler de la biodiversité, parce qu'on oublie, pour revenir dessus, tous les aspects de biodiversité, mais
si on se focus que sur le bilan carbone et les émissions de CO2, en fait, on est en train de faire les trajectoires carbone des grands groupes et des grandes entreprises, et on est en train de voir leur trajectoire de croissance. Ils font ça avec Carbone 4, EcoAct, et en fait, tu remontes leur trajectoire de croissance, et ça va pas avec... c'est pas possible, en fait. Donc, à un moment, on va devoir changer, parce que si elle continue sur cette trajectoire, en fait, tous les événements qui sont en train de se passer actuellement vont s'accélérer. Donc, socialement, au-delà de l'aspect environnemental, dans les 28 prochaines années, il va y avoir de très très gros problèmes, des migrations climatiques, mais là on parle de dizaines de millions de personnes. On va avoir des soulèvements sociaux, comme on a pu voir avec les gilets jaunes, qui vont être généralisés. Donc ça, franchement, si on ne fait rien, ça risque d'être un bordel monstre. Il y a de grandes chances que ça le soit d'ailleurs. Hein. Mais du coup, je fais le pari quand même. Je pose un petit pari. Je pense que les entreprises qui seront là en 2050 se seront radicalement transformées, et je pense qu'il n'existera plus d'entreprise, en tout cas comme Total, avec sa mission et ses activités aujourd'hui. S'ils les gardent, je pense qu'ils ne seront plus là. Allez, on prend le pari. Une bière en 2050. Si on a encore envie. Je pense effectivement qu'il faut faire très attention quand on se projette dans le futur à ne surtout pas raisonner toutes choses égales par ailleurs. Il ne faut pas imaginer que toutes les transformations économiques, toutes les transformations sociales que nous sommes en train d'évoquer, elles vont se faire à climat constant, qu'elles vont se faire à biodiversité constante. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les conséquences des dérèglements climatiques sont déjà visibles. Ce que les climatologues nous expliquent, c'est que ces conséquences vont s'aggraver et qu'il y a potentiellement des boucles de rétroaction positives qui vont se mettre en place, qui vont faire en sorte que le système climatique s'emballe et dépasse des seuils au-delà desquels les changements seraient totalement irréversibles. Donc quand moi j'imagine le monde de 2050, parfois j'aimerais bien pouvoir imaginer un monde où voilà, on a les mêmes villes qu'aujourd'hui, mais finalement tout le monde roule à vélo, et puis je fais mes vacances pas trop loin, et puis j'achète mes petits légumes et mes légumineuses dans un magasin bio où tous les aliments ont été produits à proximité, sans emballage, etc. Mais en même temps, je me dis, on entre aussi dans une ère où les crises vont se succéder. On a vécu une pandémie qui était de type zoonose, qui a mis le système économique et plus généralement nos sociétés à genoux, qui a énormément déstabilisé des personnes individuellement, avec des conséquences psychologiques assez graves pour tout un tas de personnes. Et je pense en particulier à beaucoup d'étudiants qui ont très mal vécu cette période-là, mais plus généralement à toutes les personnes qui ont été impactées par le Covid. À cette zoonose qui n'est pas encore terminée succède une crise géopolitique qui, pour nous occidentaux, est vraiment structurante et grave. Donc voilà, si on parle à des Chinois ou si on parle à des Japonais, là, pour eux, c'est pas super important ce qui passe en Ukraine. Pour nous, c'est assez structurant. Ça crée un choc énergétique également sans précédent. Donc voilà, triple crise sanitaire, crise géopolitique, crise énergétique, tout ça en l'espace de 2 ans. Il y a certains penseurs qui théorisent l'effondrement de nos sociétés, donc de notre modèle fondé sur la surconsommation et le toujours plus, la croissance infinie dans un monde fini, qui explique voilà, ça, c'est tout simplement insoutenable. Et ce qui va se passer, comme on ne va pas réussir à agir à temps, c'est que le système de lui-même va s'effondrer. Moi, j'ai peur qu'on soit en train de rentrer un peu quand même dans cette période. Ça nous secoue, ça nous oblige à réagir. Pour l'instant, on est vraiment dans la gestion de l'urgence. La vraie question qui se pose, c'est ce qu'on va réussir à capitaliser sur cet électrochoc pour pouvoir impulser une vision de long terme et pour pouvoir aussi créer un nouveau récit commun, typiquement en France un récit national commun de la transition écologique. Ça fait le lien avec toute la question politique. Est-ce qu'on va pouvoir se réunir collectivement autour d'une vision commune, d'un futur désirable que l'on souhaite atteindre et qui va nous permettre de nous organiser pour pouvoir mettre toutes les énergies en cohérence, exploiter toutes les synergies qui s'offrent à nous pour pouvoir transformer notre modèle. Bon, ça, c'est une vraie question que je me pose. J'aimerais avoir la réponse. Je n'ai pas ma petite boule de cristal. En tout cas, je pense que tous les trois, là, on essaie de mobiliser toute notre énergie et on n'est évidemment pas les seuls au service de, finalement, cet objectif ultime qui requiert de recréer ce collectif et de dépasser toutes les ruptures dont on parlait précédemment, des ruptures générationnelles, des ruptures rurales, citadins, des ruptures de type socio-économique pour pouvoir dépasser les clivages
et créer un collectif capable de relever cet immense défi. Il y a quelque chose aussi qui est fondamental si on veut réussir cette transition, on l'a évoqué plusieurs fois, mais c'est les nouveaux récits. Et là, il y a plusieurs écoles sur ces nouveaux récits. Il y a effectivement les récits collapsologistes, il y a des récits plus à l'eau de rose sur un monde vert est possible, sur un monde tout numérique. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait comment on crée des récits positifs. Ce qu'on se rend compte, en tout cas, c'est que dans les différentes analyses des nouveaux récits et des récits qui marchent, il y a deux choses. Il y a faire un constat. Donc là, le constat, en fait, la collapsologie, elle est déjà là. L'effondrement, il est déjà là. Ceux qui ont plus de 50 ans qui nous écoutent, il y a 65% de la biodiversité qui a déjà disparu sur leur échelle de vie. Donc l'effondrement, il est là. C'est l'effondrement du modèle économique linéaire, il va arriver, il est là. L'effondrement de la façon dont on consomme, c'est en train d'arriver. Donc il y a plein d'effondrements qui sont déjà là. Donc ça, c'est le constat. Après, c'est la façon dont on voit ce constat et de la réponse qu'on y apporte. Si la réponse, elle est anxiogène, c'est on va pas s'en sortir, c'est cata. À mon avis, on perd tout le monde. Ça se trouve, je me gourre, mais à mon avis, on perd tout le monde. Si on arrive à se dire, bon, ok, constat, c'est cata, mais on a les solutions. Tu parlais de plan de transformation, de planification écologique, et voilà les différentes strates qu'il va falloir mettre en place, les différentes actions qu'il va falloir mettre en place. On se donne 20 ans et on le fait, et on peut y arriver, et qu'on arrive à galvaniser et donner envie, voilà, on a tout compris. Aujourd'hui, je sais pas, je vous pose la question, j'arrive pas à voir en tout cas, je trouve qu'il manque de ce nouveau récit, de ce récit qui donne envie. Je trouve qu'il y a beaucoup de récits anxiogènes. Même moi, des fois, je me dis, putain, ça va être compliqué. Et il manque un peu ce récit qui donne envie. Et souvent, je fais le comparatif entre deux films qui, pour moi, montrent les deux types d'approches. Il y a un film qui est sorti de Hulot qui s'appelait Le syndrome du Titanic, où il montre que tout s'effondre. Et il a raison, tout est en train de s'effondrer. Ce film, l'air de rien, tu sors, t'as envie de te tirer une balle. Et puis, t'as un film qui est sorti plus récemment, qu'on a sûrement vu. Le syndrome du Titanic, c'est plutôt d'y aller avec les œillères, non, surtout. De se dire, tout va bien aller, c'est bon. Jusque-là, tout va bien. Ouais, voilà, il prend le contre-pied de ce qu'il dit dans le film. Et après, t'as un autre film qui est quand même génial, qui s'appelle Demain. Celles et ceux qui nous écoutent, qui l'ont pas vu, franchement, regardez-le, parce que, justement, il fait ce pari de, à la fois, faire un constat que, quand même, on est dans une situation assez catastrophique, mais par contre, que les solutions sont là. Et contrairement au syndrome du Titanic, tu sors de ce film-là, t'as envie de changer le monde. Et je trouve que c'est une très belle illustration de si t'arrives à créer un nouveau récit qui donne envie, tout en étant conscient du constat catastrophique dans lequel on est, eh ben, tu peux potentiellement changer la donne. Et ensuite, il y a eu un deuxième film, et on a vu ce que ça avait généré, l'impact de ce film-là. Donc, c'est à petite échelle. Mais si on arrive à avoir ce récit à grande échelle qu'a tenté Cyril Lion à ce moment-là, quand il a fait Demain, bah, ça peut changer drastiquement la donne. Alors là, la question que je me pose, et je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est comment on arrive d'un point de vue global, donc français, mais aussi mondial, à créer ce récit qui donne envie. Clairement, pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien qu'on arrive à trouver cette réponse. Moi, je pense que pour essayer de théoriser un peu ce qui pourrait être en train de se passer ou pas, on pourrait imaginer, se remettre en tête ce qu'on appelle la courbe du deuil, donc qui est constituée de 5 phases. Je ne vais pas toutes réussir à les retrouver, mais en gros, ça commence par le déni. Ensuite, il y a une phase de colère. Ensuite, et je crois que j'en oublie une, il y a une phase de dépression. Ouais, une phase de dépression, de tristesse, et après, il y a la remontée de la pente. Et après, tu as la remontée de la pente. Donc, en gros, je suis dans ma vie, tout va bien, puis j'ai un événement, je vis un événement difficile. Donc là, j'entre dans la courbe du deuil, et quelque part, je descends pour remonter. Donc, je pense qu'on a passé l'étape où tout était linéaire, et donc, effectivement, on ne se rendait pas qu'il y avait un problème. Et juste après le choc, on était dans le déni. Je parle vraiment des nouveaux imaginaires, hein, pas au sens peut-être des actions politiques de l'économie. Là, je suis vraiment sur le registre des imaginaires. Et donc, les films n'abordaient pas cet enjeu. Ensuite, nous avons quelques films qui vont plus dans le sens de la colère, des films ou des livres ou quoi, et qui montrent cette réaction de rejet par rapport à ce qui est en train de se passer. Typiquement, moi, j'ai en tête un film récent qui s'appelle Goliath, qui moi m'a mis très en colère, dont le plot, de manière très schématique, c'est qu'il y a des populations en Bretagne qui sont gravement touchées par des cancers à cause de l'utilisation de pesticides qui accroît l'occurrence de tels cancers. Et à côté, on suit un lobbyiste qui est un lobbyiste hors pair, absolument brillant, mais donc le job,
c'est de défendre les intérêts de la grande société pharmaceutique, donc encore un énorme mammouth dont on parlait précédemment, qui produit ces fameux pesticides. Et qui s'en sort plutôt bien, en fait. Et donc, d'ailleurs, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc ça, pour moi, c'est un film de type colère. Après, il y a aussi des films de type dépression ou des séries de type dépression. Black Mirror, c'est une série que je trouve assez déprimante. Je ne l'ai pas du tout regardée en entier. Je trouve que ça ne mobilise pas beaucoup. Mais j'ai regardé 2-3 épisodes. C'est franchement difficile. Et après, il y a des films de type espoir, de type acceptation, comme Demain. Et à mon avis, au fur et à mesure que le temps va passer, que la sensibilisation va se faire donc au sein de la population de manière générale, mais aussi plus particulièrement au sein des artistes, des personnes qui créent, on va avoir des personnes qui individuellement suivent cette courbe du deuil et donc le centre de gravité va progressivement se déplacer depuis le déni jusqu'à l'acceptation et l'espoir. On n'a pas parlé de Don't Look Up, mais qui est du coup dans la toute première phase de ce schéma-là. Voilà, Don't Look Up, mais du coup, qui montre le déni, mais qui donc par définition est produite par des gens qui ne sont plus dans le déni et souvent appréciée par des gens qui ne sont plus dans le déni. Mais effectivement, elle illustre très bien cette partie déni. Excellent. Écoutez, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. Déserter ou changer de l'intérieur, chacun. C'est un peu radical, mais... Les deux, en général. Et toi ? Les deux, il faut tout. Merci beaucoup tous les deux pour cet échange. C'était super sympa, hyper agréable. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, on avait fait un petit sondage sur la page Instagram avant notre échange. On a eu une 50aine de réponses et les gens, globalement, ils sont plutôt chauds pour changer de l'intérieur plutôt que pour déserter. Probablement pour la majorité des réponses qu'on a évoquées aujourd'hui, j'imagine. Mais du coup, super échange. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à toi pour ce superbe podcast. On parlait de changer les imaginaires, ça va totalement dans ce sens-là. Donc, bravo encore. Merci. Merci à tous les deux. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.